Esprit curieux, libre d'attaches émotionnelles envers les faits, suffisamment pour avoir envie d'ouvrir les yeux sur d'autres possibles. Allez, aujourd'hui on va rigoler. Un petit livre, hein, pas bien grand. J'essaie de savoir, c'est un livre de bibliothèque, mais j'arrive pas à voir qui a édité ça. C'est pas des éditions sérieuses, c'est les éditions Planète. Non, ça commence bien. Mais attendez, ça s'appelle Voici l'espace. Vous savez de qui c'est ? De Wernher von Braun. Il est indiqué comme auteur. Mais c'est le seul endroit, enfin c'est pas très clair. Directeur du centre de vols spatiaux, George C. Marshall, entre parenthèses, NASA. Je veux dire, la NASA, ça disait encore rien à personne. Hein. Le centre de vols spatiaux, George C. Marshall. Regardez en haut, on a une perspective. Là, c'est pas vraiment spécialement spatial. Hein. Bref. Et regardons tout de suite la 4e de couverture. Au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Baudelaire. Bien sûr, là, on a la Lune. Et puis, regardez. Alors, est-ce que vous reconnaissez ? Là, sur la 4e. C'est quoi ? Eh ben, c'est l'anomalie magnétique de Tycho. L'anomalie magnétique de Tycho. Vous vous souvenez de ça ? 2001, l'Odyssée de l'espace, hein, l'anomalie magnétique de Tycho. Bah c'est là que ça se passe. Regardez-moi, c'était quand même un sacré beau mec, Wernher von Braun. Jeune et même plus âgé, c'était vraiment un beau gars. Non mais bien sûr, c'est pas parce qu'il est allemand et bref, mais on peut être beau et... Enfin bon, bref, je me perds là. Mais là, on va lire sa biographie de 4e de couverture. Vous voyez, il y en a 3 lignes. Enfin, 3 lignes si on étend les lignes. Hein. C'est du pré-mâché pour les masses. Hein. C'est pas un ouvrage scientifique. Hein. Wernher von Braun est né en 1912 à Wirsitz, en Allemagne. Oui, en Allemagne, évidemment en Allemagne. Après avoir travaillé dans son pays d'origine, il fut docteur en physique de l'université de Berlin à l'âge de 22 ans. Purée, le mec, hein. Il immigre aux États-Unis et obtient des crédits pour commencer... Pardon ? Attends, on nous a pas dit le plus important, non ? Après avoir travaillé dans son pays d'origine, il fut docteur en physique de l'université de Berlin. Le mec est le créateur des fusées V2 pour le régime nazi d'Adolf Hitler, unanimement détesté, et pas un mot là-dessus. Bah oui, parce que s'il émigre aux États-Unis, c'est pas qu'il émigre, c'est qu'on vient le chercher. Il obtient la nationalité américaine dès qu'il arrive, le mec, hein. Et il obtient des crédits pour commencer dès 45 des expériences sur les fusées astronautiques. Alors un petit émigré allemand, d'accord, un universitaire de Berlin, mais on dit pas à quel âge. Bah si il obtient des crédits en 45, c'est à la fin de la guerre. Mais le mec, à la fin de la guerre, il émigre. Non mais n'importe quoi. Même en faisant les calculs, personne n'y voit que du feu. C'est trop beau. Vous voyez, la sidération et l'engourdissement mental, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Alors, il obtient des crédits pour commencer dès 45 des expériences sur les fusées astronautiques. Devenu directeur du centre de vols spatiaux, George Marshall, oui, évidemment, je l'ai fait exprès, mais vous commencez à me connaître, non ? Entre parenthèses, NASA, ouais, ils mettent entre parenthèses et avec les petits points, ça veut dire que personne ne sait ce que c'est que la NASA. Il a fait les plans de toutes les expéditions spatiales américaines depuis 1958. Bon, les mecs n'ont pas menti, il a fait les plans. Un petit peu comme dans Notre homme à la Havane de Graham Greene, le mec il fait des plans. Il fait des plans d'aspirateur et puis il dit que c'est des bases souterraines, russes. Ouais, bah le mec il sait faire que ça, il connaît que les aspirateurs, c'est un représentant. Bien, mais ouvrons tout de suite, ça va pas être triste. Voici l'espace. Donc ça s'appelle Voici l'espace. Hein. Voici l'espace et l'insoupçonnable splendeur qui nous révèle. Ouais, enfin c'est noir, c'est froid, il se passe rien les mecs, il y a pas de vie organique là-dedans. Hein. C'est ça qui les fait bander les mecs, hein. Le vaisseau Apollo 9 photographié du ML, module lunaire, juste avant le réamarrage le 7 mars 69. Photo de banque d'images. Copyright de Wernher von Braun. Alors, je sais pas trop, il y a plusieurs copyrights. Copyright Wernher von Braun, 63, 64, 65, 66, 67. Donc la première édition apparemment, c'est 63. Donc vous avez compris, avant qu'il lance la grande production hollywoodienne de l'alunissage. Édition originale, Rainer Winston, New York, Chicago, San Francisco. Titre original, tenez-vous bien, Space Frontier, frontière de l'espace. Ça vous dit quelque chose ? Ben on avait déjà vu ça. Le mec de la NASA, il écrit frontière de l'espace. Et ça, c'est, je ne sais plus quelle date, c'est Star Trek. Espace, frontière de l'infini. Ça vous dit quelque chose ça ? Eh ben c'est les mêmes gens. C'est tous les mêmes. Tous acteurs de crise. Le mec n'est pas ingénieur en fusée, c'est un bon mécanicien. Oui, fusée bombe, mais pas plus. Bombe pour aller dans l'intraterrestre. L'espace intraterrestre, mais pour sortir du plafond de verre, kékette.
Bon, en tout cas, le copyright pour les éditions Planète, donc en France, c'est 69. 69. Non, pas la chanson de Gainsbourg. Mais vous croyez que leur truc lunaire, là, ils l'ont fait au hasard en 69 ? Vous voyez la gueule de la fusée ? C'est un phallus. Et la Lune, c'est quoi ? C'est une pastille. Oui, on dit que c'est une boule, mais va savoir, comme un ovule. C'est vrai que ça ressemble énormément à un ovule vu à fort grossissement. Tout ça, ce sont des mises en scène occultes. Le pourquoi et le comment d'un compte à rebours, lancement de la fusée Saturne V. Alors 5, c'était un V, c'est en chiffre romain. Saturne V. Saturne V. Pourquoi Saturne ? Ben on l'a vu. Satan. Le V, je sais pas. Voici l'espace. Alors voilà la table des matières, elle est pas commune. On dirait déjà qu'on est dans le livre. L'étrange oiseau du cosmos regarde vers sa patrie, la Terre. Second étage de Saturne IB, photographié de la capsule Apollo 7 pendant le rendez-vous au-dessus du golfe du Mexique. Au-dessus du golfe du Mexique, c'est à peu près l'endroit où il a sauté l'autre abruti, là. Enfin, si tout ça est vrai, bien sûr. Félix Baumgartner. Je vous ai déjà parlé de son nom, Baumgartner. Eh ben, ça m'avait frappé parce que je m'étais souvenu du nom d'un type, un acteur, un des personnages qui est acteur dans le film Rosemary's Baby, quand le gars fait le pacte. Il commence à faire le pacte. Et c'est pas un très bon acteur, le personnage principal, et il voudrait bien avoir un rôle, mais le rôle a été donné à un gars plus talentueux qui est une vedette. Enfin, s'il est plus talentueux, on a bien compris ce qu'il avait dû faire pour l'être. Et donc il a pas ce rôle, un truc à Broadway bien sûr. Et puis il fait ce pacte et le gars, l'acteur, a un accident qui le laisse aveugle. Donc c'est le gars lui-même, je crois, qui lui propose le rôle. Et comment s'appelle l'acteur qui est victime des actions de sorcellerie et qui perd le rôle ? Il s'appelle Donald Baumgart. Donald, entre le personnage de Walt Disney et puis le personnage haut en couleur, surtout une couleur, genre le orange, de notre histoire mondiale américaine récente, ben voilà, Donald s'est plié et Baumgart, ça me fait penser à Baumgartner. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est pas net là. Dans Red Bull, on avait vu que c'était donc taureau rouge, c'est un culte de sang, c'est un pied de nez, c'est un doigt d'honneur, ils se foutent de notre gueule. C'est le culte de Mitra. Taureau rouge, rouge c'est pour le sang et taureau c'est taureau. Hein. Oui, c'est parce qu'il y a la taurine dedans. Oui, mais réfléchissez, faut réfléchir à rebours. Hein. Mais bien sûr, si je vais à cette vitesse-là, on n'avancera jamais. Donc je vais lire la table des matières, ça nous évitera peut-être de tout se taper. 1. Le lancement et l'ascension. Le pourquoi et le comment du compte à rebours. La vérification automatique donne le feu vert aux fusées. Comment les fusées sont dirigées et guidées. De minuscules calculatrices dirigent les fusées géantes. Les cosmonautes conduiront-ils les fusées lanceuses ? Pourquoi les fusées ont-elles des ailerons ? Fusées à combustible solide et fusées à combustible liquide. Comment les combustibles liquides sont injectés dans les moteurs des fusées. Les caméras montées sur des fusées montrent comment se comportent les fusées latérales d'appoint. Qu'advient-il des fusées de lancement ? 2. Le vol dans l'espace. Pourquoi un satellite demeure sur orbite et comment il retombe ? Le monde étrange de la pesanteur nulle. La pesanteur artificielle. Rendez-vous dans l'espace. Comment conduire un vaisseau spatial ? Jusqu'à d'autres mondes, pardon. D'autres mondes ? Ah, les mecs nous disent quelque chose là peut-être. Comment on repère un vaisseau spatial ? Comment les cosmonautes utilisent les rayons laser ? Tadam ! L'énergie électrique produite dans l'espace par des piles à combustible. Autre source d'énergie électrique dans l'espace. Bientôt des trains pour l'espace ? Voilà, tu peux te brosser, hein. Genre 50 ans après, on est loin du compte, hein. On sait même pas aller sur la Lune. Ça, c'est marrant, hein. D'ailleurs. 3. La sécurité dans l'espace. Des satellites qui crient « Aïe !» Ce qui est nécessaire pour survivre dans l'espace. Comment surmonter les risques d'une expédition humaine dans l'espace ? Un astronaute peut-il être éjecté et survivre ? Système d'éjection pour les astronautes en danger. Le problème du sauvetage dans l'espace. Il suffit de regarder Gravity et puis vous saurez tout. 4. Des stations de l'espace. Qu'est-il advenu du projet de station spatiale habitée ? Les observatoires, on sait. Si ça se passe dans une piscine, je sais plus où, faut demander à Thomas Pesquet.
En même temps, il répugne un peu à en parler, mais bon, plus il est démasqué, le mec, et plus il devient minable. Mais ça se voit déjà, ça se voit. Comment ça quoi? Eh ben comme les manuels, comme Emmanuel, ça se voit qu'ils sont pas humains. Les observatoires de l'espace, il est temps de mettre sur orbite un habitacle confortable. Oui, on peut dormir debout et faire caca dans un tuyau. Les outils de l'espace. 5. Le vol à destination de la Lune. Les photos de la Lune ont-elles modifié nos plans? Des caméras autour de la Lune, une armada maritime et aérienne. Les astronautes alluniront debout. Pardon? Ils vont faire pipi debout? Alluniront? Non, ils vont allunir debout. C'est-à-dire jouer du piano? Je comprends pas. L'entraînement en vue de l'alunissage. Quels vêtements porteront les astronautes sur la Lune? Ah, miam, on va s'amuser là. Avec les braguettes, vous savez. Ce que l'on fera sur la Lune. Comment on voyagera sur la Lune? Ah bah là, les mecs ont vachement régressé. Hein. Non mais ça dit quelque chose, c'est un culte lunaire. Le système héliocentrique est un culte solaire et la conquête spatiale est un culte lunaire. Entre autres, hein. Non mais je schématise, mais c'est pour ouvrir des portes dans notre esprit. C'est pas que ce que je dis est forcément vrai, c'est que clac, ça ouvre une porte et après on se dit non, c'est pas vraiment ça, je le dirais pas comme ça, je le vois pas comme ça. Mais en tout cas, la porte s'est ouverte sur d'autres possibles. Mais même pour moi, les gars, hein. Sur le chemin de la Lune, ce que rapportera le projet Apollo-Saturne. Alors on dira un mot sur Apollo et Saturne. Apollo, Géminis, Saturne, tout ça c'est des noms de code. C'est de l'astrologie, c'est-à-dire c'est de l'occultisme. Ni plus ni moins, hein. Des connaissances nouvelles sur le Soleil, à propos des comètes et des météorites, les bateaux et les avions dirigés par satellite. D'ailleurs, on a un bel exemple juste à côté. Vers les planètes et au-delà, les énigmes de Mars. Quand se posera-t-on sur Mars? Eh ben, c'est fait. Mars se trouve dans le Canada, au Canada, sur une petite île, et on s'est posé, mais depuis longtemps finalement, sur Mars, vu comme ça. La propulsion nucléaire des fusées, pourra-t-on jamais atteindre les étoiles? Et maintenant en route vers Mars, ce vaisseau spatial inhabité, spectaculaire, avec ses 4 batteries solaires, déployées comme des ailes, va photographier la surface de Mars en 69. Ils sont inspirés peut-être des radiolaires ou de trucs, mais c'est une croix. La base est un hexagone et on a une parabole qui est un cercle et puis une antenne. Tout ça c'est du symbole, c'est du pur symbole. La croix, le disque ou le cercle et l'hexagone, donc le sceau de Salomon. Hein. Ah, j'adore. La Lune, c'est la banlieue de la Terre. La Lune, c'est la banlieue de la Terre. Engin biplace destiné à permettre à 2 astronautes le survol du satellite. Alors, le satellite, il parle de la Lune. Et là, ce qu'on voit, c'est la Terre. Et vous voyez bien que c'est une vue d'artiste. Ou peut-être même le scaphandre, là, c'est peut-être même un de ces films, hein. Mais il y a des tuyaux comme ça. Ça rappelle les tuyaux d'aération, les trucs, c'est très joli. Il y a des petits rivets pour tenir les tuyaux. Introduction. Avec la bouleversante performance d'Apollo 8, l'astronautique a soudain changé de dimension. Depuis Noël 1968. Ouais, d'accord. Noël, donc. Saint-Jean d'hiver, sacrifice sanglant. Ce qui paraissait encore du domaine de la science-fiction, malgré tant d'exploits héroïques réalisés par les Russes et les Américains, est devenue une réalité presque quotidienne qui nous concerne tous. 2 points. Le vaisseau spatial vient désormais s'ajouter à cette étrange généalogie qui, du cheval à l'avion, a jalonné toute l'histoire de l'humanité. De l'humanité, c'est vite dit. Il était indispensable de mettre le lecteur français en mesure de considérer les choses dans cette perspective nouvelle. Et à qui pouvait-on le demander sinon au père de l'astronautique, à l'homme sans lequel la science des fusées n'aurait jamais connu pareil essor, Wernher von Braun. À force d'avoir vécu dans l'intimité des moyens de transport cosmique, et en raison d'un sens profond et souriant de l'humain. Alors ça, ceux qui sont vraiment très pénétrés de la détestation du régime nazi ne vont pas apprécier, hein, c'est sûr. Cet ingénieur encore très jeune, qui a révolutionné la technique de son époque, en parle avec une désarmante gentillesse, sur un ton si direct et si familier que le lecteur a l'illusion d'avoir déjà effectué en lui-même 1 ou 2 voyages interplanétaires. C'est très bien dit. L'illusion, absolument. Alors je me dis, Wernher von Braun, il est si beau, il est tellement photogénique et télégénique que
ça pourrait tout simplement n'être qu'un acteur depuis le début. Vous savez ou ne savez pas qu'il a fait plein de petites émissions comme ça à la télé américaine. Oui, on avait vu ça. Hein. Il montre le premier projet de station orbitale qui ressemble exactement à la station de 2001. L'Odyssée de l'espace. Ce disque-là, c'est d'ailleurs ça a la forme du sigle du constructeur automobile Mercedes. C'est Mercedes, c'est ça, non? Et bien sûr, ça nous fait tout de suite réfléchir, parce que ce soit le sigle de Mercedes ou la station spatiale ou d'autres choses comme ça, ce sont des sigils, ce sont des sceaux. Oui, c'est bien quand on dit sigil, bon, c'est pas un mot français, on emploie le mot anglais, ça veut dire sceau, S-C-E-A-U, donc scellé, mais comme en français, il y a beaucoup d'homophones du mot sceau. Quand on dit sigil, c'est pas du vrai français, c'est un mot francisé, mais au moins on sait immédiatement de quoi on parle. Alors, tiens, quelque chose d'amusant. Ce livre passionnant procède en fait d'une série d'articles parus dans le magazine américain Popular Science. Ça vous dit quelque chose, Popular Science? Eh bien, c'est là-dedans qu'était paru le voyage de notre cher Auguste Piccard. Un Auguste franc-maçon, très certainement, le Piccard, qui d'ailleurs était suisse. Vous savez, c'est le premier qui a vu la stratosphère et qui a dit c'était plat, que c'était comme un disque plat avec les bords recourbés vers le haut. On reviendra là-dessus. Bon voilà, donc il était tout content, Werner, d'écrire là-dessus. Les problèmes posés par l'envol spatial ne sont pas uniquement des questions de géographie, d'astronomie, de technique et des machines, de physique, de chimie, de médecine. Certes, ils englobent une partie de ces disciplines et bien d'autres encore. C'est d'ailleurs cela qui les rend tellement passionnants. Mais l'ensemble des parties représente bien plus que cet aspect kaléidoscopique de la conquête spatiale, de sorte qu'il est impossible d'entreprendre une étude systématique du sujet dans une chronique mensuelle. Parce qu'au début, ça avait commencé comme ça. Hein. Alors là, c'est marrant. Au moment où paraîtra l'édition française de ce livre, il n'est pas impossible qu'un homme ait posé le pied sur la Lune et qu'ainsi une partie prospective du texte de Wernher von Braun ne soit devenue une réalité contrôlable. Une illusion contrôlable, on va dire. Ce serait plus vrai. Mais si tel n'était pas le cas, une grande leçon de sagesse se dégage de ce livre. C'est que, comme l'a dit un philosophe, il ne faut jamais considérer une chose comme impossible parce qu'elle paraît irréalisable. Il suffit de vouloir profondément réussir. Bon, bah alors ça, reprenons-le à notre compte, mais pas pour des choses terrestres. Pas pour des choses aussi futiles que tous ces trucs qui sont complètement illusoires, matérialistes et qui en plus s'appuient sur des choses invérifiables comme le voyage spatial et des espèces de rêves qui n'ont jamais été les nôtres. Qu'est-ce que ça peut te foutre qu'on aille dans l'espace dans des espèces d'engins hyper moches? Tiens d'ailleurs, voilà. L'autobus de Séléné. Alors Séléné, c'est l'un des noms de la Lune, hein, des noms poétiques. Simulation d'un atterrissage sur la Lune par le bus Surveyor. Alors ça, c'est une vue d'artiste. Ben évidemment, comment pourrait-il en être autrement? Avec un arrondi, je veux dire, soit le Surveyor il fait des milliers de kilomètres, soit un petit effet grand angle. Alors, on avait parlé une fois, non, je sais plus si on avait parlé ensemble du compte à rebours, mais j'ai ça sur mes nombreux modules lunaires, j'allais dire. Une émission en plusieurs parties sur la fraude de l'alunissage. Ah, ça, c'est vraiment génial. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas remettre ça en ligne d'une manière ou d'une autre sur une chaîne d'archives. En tout cas, il parle du compte à rebours. Et le compte à rebours, vous savez, ça a un puissant effet hypnotique. Alors ça nous met pas en transe hypnotique, ça nous met en transe légère, ça ouvre des portes en fait. Et c'est une technique qu'on utilise aussi quand on se met en état de réceptivité, en ce qui concerne les soins énergétiques plutôt informationnels, plutôt pour aller chercher dans les choses cachées du subconscient, des choses comme ça, on utilise soit un décompte, soit un compte à rebours. Donc c'est le premier chapitre, le lancement et l'ascension. L'ascension, hein, rien que ça. Hein. Le pourquoi et le comment du compte à rebours. Pour le téléspectateur, le compte à rebours est une curieuse marotte de l'ère spatiale. C'est pas faux. Une succession de chiffres qui sautillent sur l'écran et une voix neutre sont associés en un rite étrange qui consiste à égrener les secondes à l'envers. Je vais la refaire parce que là je crois que tout est dit. Une succession de chiffres et une voix neutre sont associées en un rite étrange qui consiste à égrener les secondes à l'envers.
Ça vous dit quelque chose à l'envers? À l'envers, eh bien, c'est ce qu'ils font. À l'envers. On a vu avec notre ami Altian Childs que la prière, le Notre Père, était récité à l'envers. Dans la magie juive, on a vu ça à l'endroit, à l'envers. La magie se fait à l'envers, en inversant, y compris le sens du discours, le sens du décompte. C'est vraiment pas anodin. Mais continuons. Manifestement imaginé par un spécialiste du théâtre, le seul objectif de ce cérémonial paraît être de créer chez les spectateurs un état de tension. Sans blague, Werner. Et quand l'horloge arrive enfin au zéro, le spectacle atteint son point culminant avec l'image flamboyante du lancement. Alors, une explosion, la consommation du sacrifice, la préparation dramatique émotionnelle de ceux qui sont censés y assister. Mais peu de profanes... Pardon ? Non mais là ils disent tout les gars, ils peuvent pas s'en empêcher de toute façon. Mais peu de profanes sans doute connaissent la véritable raison d'être du compte à rebours et la façon exacte dont il est mené. Peu de profanes, et le mec ne croit pas si bien dire, mais de toute façon, évidemment qu'il le sait. Et là, bien sûr, comme toujours, on va nous donner la version cachée, la version des initiés. On va apprendre quelque chose, on sera enfin initié au vrai secret. Bien évidemment, il n'en est rien, c'est une mystification. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on sache ? À l'heure qu'il est, c'est une technique soigneusement mise au point, et l'importance considérable qu'elle revêt pour la réussite de la mise à feu d'une fusée fait que sa procédure détaillée mérite d'être mieux comprise. Les objectifs du compte à rebours sont les suivants. A. Assurer une sécurité maximum pour les équipes embarquées, d'accord. B. Éviter une usure de l'appareillage emporté en vol ou celui qui reste au sol par une mise en service trop éloignée de l'instant du départ. Blablabla. C. Permettre au chef responsable de la mise au feu de procéder au lancement au moment exact déterminé à l'avance, moment correspondant par exemple à une position favorable d'objets célestes ou aux stricts impératifs d'un rendez-vous orbital. D. Synchroniser les préparatifs du lancement avec les opérations de soutien telles que la mise en route des radars, pla. Si ce décompte se fait selon les prévisions, il suit une procédure assez rigide, mais si des difficultés surgissent, il doit offrir bon nombre de variantes assez souples. Rigide et souple. Un plan de compte à rebours bien équilibré doit comporter un ensemble de processus nettement répartis, permettant de recycler le décompte. Le processus tel qu'il s'est déroulé à Cap Kennedy pour le lancement de Saturn 7, la 7e fusée Saturn 1, mise à feu le 18 septembre 1964 au centre spatial John Kennedy, en Floride, illustre bien les préparatifs d'envoi et le compte à rebours pour une grosse fusée encore à son stade expérimental. Les éléments de cette fusée Saturn à 2 étages se sont retrouvés réunis pour la première fois à Cap Kennedy même. Le premier étage à 8 moteurs avait été assemblé ici, l'autre là, bon bref... Après une première inspection, puis Saturn 7 fut relié à la tour ombilicale. Ah ouais, et le vaisseau Apollo fut fixé au-dessus de la fusée. 6 heures avant l'heure prévue pour le lancement, 10 heures du matin, ça c'est bien pour la télé ça. Parce que tout le monde est réveillé, les gens peuvent être au boulot, mais on peut faire une pause, les gens qui bossent pas aussi, enfin tout est bien quoi. Tout d'abord eurent lieu le contrôle des installations et la mise en activité de l'artillerie du véhicule. Et dispositifs pyrotechniques, nanana. À T-3 heures. Attention, on est déjà là. Les réservoirs à oxygène liquide furent remplis, À T-2h30, l'écoutille du vaisseau Apollo fut refermé et le portique d'accès retiré. À T-45, les réservoirs de combustible du premier étage. À T-25, mise en route des appareils de contrôle de l'environnement de l'engin. 5 minutes après, tous les systèmes électroniques de la capsule étaient en ordre de marche, télémétrie, balise de poursuite, 4 minutes avant le lancement, tous les dispositifs électriques étaient déconnectés. À T-2 minutes 30 secondes, l'ordre de feu fut donné. D'accord, mais ils montent quand, les mecs ? À T-2h30, quelque chose comme ça. Bon, ok. Marrant qu'ils nous le disent pas. Ils ont oublié les astronautes. Merde, on est parti sans eux. Oh, chier. Bon, les gars. À T-0, sympa. T-0. Ah ouais. Les 8 moteurs du premier étage furent mis à feu. Une seconde après, les bras mobiles du cordon ombilical étaient déconnectés et s'écartaient. D'accord. Alors à ce propos, je vous encourage véritablement, si vous ne l'avez toujours pas vu, à regarder le film Capricorn One. Ça avait été conseillé par Rock Soccer lors d'une de ses capsules. Il en parle plusieurs fois, je crois. Capricorn One. On trouve ça visible sur YouTube en français, très bien doublé de l'époque, avec un français des années 70, vachement sympa. C'est un film un peu dramatique dont la photographie est magnifique, hein, c'est très daté, c'est vraiment chouette. Hein.
Bon, je pense qu'en lisant pas mal de choses, ce serait quand même vraiment très très intéressant. On trouverait certainement quelques petites perles. Figure 1, 27. Alors, chose étonnante, il n'y a pas de crédit photographique pour tout ce qui est à l'intérieur. Donc, on suppose que les graphiques sont de Wernher von Braun. Et c'est assez étonnant, on dirait un petit diagramme, petit truc merdique électrique, on dirait un petit montage de CM2, hein. Petit montage qu'on fait en 6e peut-être. Hein. Donc, de minuscules calculatrices dirigent les fusées géantes. Je vous rappelle que ce livre a été commencé en 63, enfin les premières éditions et les dernières datent de 67, donc en 1967. On a là, de gauche à droite, lampe radio à vide, transistor et transistor miniaturisé ou unité logique utilisée dans les calculatrices emportées par les fusées. Sur la gomme d'un crayon, 7 unités logiques transistorisées. C'est un crayon à bout gomme, c'est tout petit, hein. 35 modules IBM avec des unités logiques ultra miniaturisées forment un cadre connectable. 150 de ces cadres entrent dans la constitution d'un dispositif de guidage pour fusée. Figure 2, l'immense fusée lunaire Saturne V comparée à la taille d'un homme. Hein, c'est toujours ça, il faut que ce soit grand. Alors, IBM, vous savez, IBM, ça c'était tous les systèmes électroniques, informatiques, qui étaient embarqués ou soi-disant dans tous ces programmes. Voilà, c'était IBM, le constructeur informatique. Alors, pour continuer d'établir le parallèle entre ces deux grandes productions cinématographiques, l'alunissage officiel et 2001, l'Odyssée d'espace de Kubrick, eh bien, dans 2001, l'Odyssée d'espace, qui sort un an avant que l'homme ne mette officiellement le pied sur la Lune, hein, il faut le rappeler souvent quand même ça, hein, eh bien, l'ordinateur central, celui qui prend les commandes et qui devient fou, tout ça, ce grand ordinateur, il a un nom, on lui donne un nom puisqu'il est quasiment personnifié, c'est une intelligence artificielle, il s'appelle HAL, H-A-L. HAL, c'est pas vraiment un nom. HAL, A-L, c'est un diminutif, comme on a Al Gore ou Al, je sais pas quoi, c'est Alexandre, ou Alan, ou je sais pas exactement quel est le diminutif le plus usuel, parce que des fois, c'est pas celui qu'on croit, mais il s'appelle HAL, H-A-L, et H-A-L, c'est une espèce de code, parce qu'ils sont férus de ces codes. Il y a différents types de codage plus ou moins sophistiqués. Et quand j'étais enfant, on avait un truc, mon frère s'était fait acheter le manuel du petit espion, un truc comme ça. Et il y avait des tas de trucs qu'on pouvait apprendre, des codes chiffrés. Donc voilà, vous remplacez un chiffre par une lettre, ça c'est de la guématrie. Et puis il y a aussi d'autres choses comme vous rajoutez ou vous retranchez une lettre à un texte. Et là, si on fait la méthode plus 1 à partir de HAL, c'est-à-dire que pour A, on fait plus 1, on obtient un B. Pour C, on fait plus 1, on obtient un D. Pour D, on fait plus 1, on obtient un E, ainsi de suite. Donc on décale tout l'alphabet. Donc prenons HAL, H plus 1, c'est I. A plus 1, c'est B. L plus 1, c'est M. IBM. HAL égale IBM. Donc c'est encore une façon de nous dire que tout ça n'est que du cinéma. En établissant les plans de ce cerveau, IBM a mis en évidence 7 sections de fonctions vitales susceptibles de provoquer un échec catastrophique dans le fonctionnement du véhicule. Donc des sites précis, bon, on s'en fout. Pourquoi les fusées ont-elles des ailerons ? Les ailerons des fusées ont la même raison d'être que les plumes d'un empennage de flèche. Ils assurent la stabilité aérodynamique lors du vol à travers l'atmosphère en maintenant ce que l'on appelle le centre de pression derrière le centre de gravité. Donc on a vu que les fusées tournaient, s'élevaient en tournant. On l'a vu avec la fusée, comment est-ce qu'elle s'appelle celle-là La fusée, comment est-ce qu'elle s'appelle celle-là Cette fusée amateur qui heurte le dôme, cette séquence absolument extraordinaire. Les Chinois, à qui on attribue le premier usage de fusées au cours du XIIIe siècle, oui, vous avez bien entendu, au XIIIe siècle, utilisaient probablement de la poudre noire. Cette mixture vénérable, faite de charbon, de soufre et de salpêtre, fut utilisée dans toutes les fusées de guerre, les fusées de signalisation et les fusées de secours en mer jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors regardez, là on a des fusées.
Combustible liquide, Polaris, donc étoile polaire, Minuteman, Atlas, donc le géant Atlas qui porte le monde sur ses épaules, et Titan 2. Les titans, c'est également des créatures hybrides entre les dieux et les humains. On nous dit quelque chose, hein, c'est sûr. Bien sûr, ces références constantes à la mythologie sont censées élever notre esprit, tout ça, mais entre la mythologie et l'astrologie, on a l'ensemble du tableau de la soi-disant conquête spatiale. C'est une mystification ésotérique. Alors là, on nous explique des choses intéressantes, les combustibles liquides, nanana, carburant, oxydant, gaz de pressurisation, combustible. Donc c'est système d'injection sous pression. Alors une fois qu'on est dans l'espace, il n'y a plus d'oxygène, donc il n'y a plus de combustion possible. Ça, c'est marrant, on nous en parle jamais. Donc, comment, une fois que ces jolis petits engins ont quitté l'atmosphère, si jamais ils la quittent, comment se propulsent-ils dans l'espace? On aimerait le savoir. Un écorché d'une capsule à caméra récupérable. Un écorché d'une capsule. Marrant, hein? Photo de l'allumage des moteurs du second étage de Saturne 1. Cette vue a été prise par une capsule à caméra récupérée ultérieurement en mer. Oui, il faut que ce soit toujours super pourri. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit 5, 6, on voit cette espèce de truc, ces deux triangles, bon, dont on nous dira que c'est des repères, certainement, mais il y a tout quoi. Hein. C'est quand ça retombe. Mais maintenant, elles retombent sur leur base. Alors, je veux dire, ceux qui arrivent à croire ça, je leur tire mon chapeau. Hein. Rentrée atmosphérique d'une fusée Jupiter, toujours, hein. Toujours ça, hein. Vue depuis l'île d'Antigua. On distingue 3 raies lumineuses analogues à des étoiles filantes. La plus brillante est l'étage propulseur. Les 2 autres sont le compartiment d'appareillage et le cône frontal de projection de l'Agena. Ok. Puisqu'on te le dit. Alors, il y a de ces noms, là, tout le temps. On peut les voir rapidement dans le texte, même sans lire, parce qu'ils sont en italique. Hein. Je vois Redstone, donc pierre rouge. Pierre rouge? Bah, soit la pierre est rouge, soit c'est une pierre d'autel de sacrifice. Hein. Redstone. C'est une pierre qui est rougie par le sang des sacrifices. Pour moi, tout ça, c'est de la symbolique cachée, on se fout de ta gueule. Donc, Redstone, Jupiter, Atlas, Mercury. Donc, Atlas, Mercure, tous ces petits êtres qui ont une réalité. Hein. Alors, ensuite, on a Gemini, donc c'est les Gémeaux. C'est un signe solaire. Donc la fusée sur comment dire, on a donc Apollon, les missions Apollon, culte solaire, Gemini, donc Gémeaux, c'est aussi un signe associé au soleil. On aurait aussi le lion hein, qui est associé au soleil, mais je crois pas qu'on ait de trucs là-dessus. La pesanteur artificielle, rendez-vous dans l'espace. On commence à parler de Armstrong. En mars 66, 66, c'est l'année où est parue la Bible satanique d'Anton LaVey. Les astronautes Armstrong et Scott accomplirent la première jonction quand ils attachèrent leur Gemini 8. On dit Gemini, en anglais on dit Gemini. 8, ça c'est la lemniscate, hein, c'est ce mouvement d'infini, donc d'espace refermé sur lui-même, donc la prison dans laquelle nous sommes. Hein. Donc ils ont attaché ça à une fusée, bon bref, sans incident, tout est bien. Bravo les gars. Donc ils expliquent tellement de trucs, mais c'est super chiant en fait. Comment conduire un vaisseau spatial jusqu'à d'autres mondes? Ah, on va peut-être apprendre quelque chose. Un vaisseau lancé en direction de la Lune ou d'une planète peut toutefois être placé directement sur sa trajectoire spatiale définitive. Toutefois, jusqu'à un passé récent, ces vaisseaux étaient placés d'abord en orbite autour de la Terre, sur ce qu'on nomme une orbite d'attente ou de parking. C'est pour ça qu'ils ne dirigent pas vers l'espace, ils tournent. C'est normal, ils tournent. Non mais c'est normal. Hein? Après une ou plusieurs révolutions, l'étage supérieur de la fusée de lancement était alors rallumé de manière à conduire le vaisseau spatial vers sa destination. Quel est l'avantage d'une orbite d'attente? Au point de vue de la mécanique céleste, une fusée pourrait aussi bien être lancée directement de la Terre jusqu'à la Lune ou une planète quelconque. Placer d'abord la fusée temporairement en orbite d'attente n'a pour but que de faciliter les opérations car cette méthode élargit de façon considérable la fenêtre de lancement, c'est-à-dire la durée pendant laquelle le lancement peut être exécuté. Alors quand c'est sur orbite, il n'y a plus d'atmosphère. Donc avec quelle
Qu'est-ce qui produit la poussée? Il n'y a plus de combustion, donc comment ils font? Ils nous l'expliquent là? Une orbite d'attente divise le voyage Terre-Lune en deux phases distinctes de vol propulsé. La portion de lancement qui conduit à l'orbite et la portion qui va de l'orbite au point d'injection translunaire. Translunaire, les gars. Le séjour de la fusée sur son orbite d'attente jusqu'à ce qu'elle soit prête à entrer dans la seconde phase de son voyage vers la Lune peut être aussi bien de quelques minutes que de quelques heures. Ok, on pourrait savoir comment il... Mariner 2, un projet du fameux Jet Propulsion Laboratory de la NASA, fut lancé le 27 août 62 de Cap Canaveral, aujourd'hui Cap Kennedy. Le véhicule de lancement était une fusée intercontinentale convertie Atlas D et une Agena B, d'accord. Les réacteurs de la fusée Agena furent éteints dès que Mariner 2 eut été injecté avec succès dans une orbite d'attente à 185 km d'altitude. Alors, est-ce qu'on a encore de l'air à 185 km d'altitude? Ça, c'est à vérifier. Qu'est-ce qu'il y a officiellement? Après que Mariner 2 eut voyagé 30 minutes le long de cette orbite, les réacteurs furent à nouveau allumés. Ils brûlèrent jusqu'à ce qu'Agena B, emportant avec elle les 220 kg du vaisseau spatial Mariner, fixé à son nez, fut injecté sur une trajectoire d'évasion vers Vénus à une vitesse de 41 000 km/h. Le tout à Mach 480, puisque tout ça, ça bouge dans tous les sens, évidemment. Cette opération a lieu approximativement au-dessus de l'île de l'Ascension, dans l'océan Atlantique Sud. Et là, tout va bien. On se fout pas de ta gueule par hasard. Environ 2 minutes plus tard, Mariner 2 fut séparé d'Agena qui avait consommé tout son combustible, sa gaine protectrice, Vers 1 heure après le lancement, on donna au sol par commande radio l'ordre à Mariner de rechercher le soleil. Le vaisseau spécial était équipé de 6 détecteurs de soleil. Moi, c'est quand même pas compliqué, tu regardes d'où vient la lumière, non? D'accord. Bon, voilà. 2 hommes manœuvrent les roues manuelles de Igor, le télescope de repérage, afin de prendre des photos longue distance du comportement ascensionnel d'une fusée. Ça me rappelle quelque chose, ces 2 petits bonshommes assis sur les côtés. Ah, c'est dans Le Prisonnier, je crois. Il y a des petits bonshommes comme ça qui tournent autour d'un truc. Le bateau de repérage. Ici au moyen d'une photo aérienne de l'armée, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il regarde vraiment, bien sûr, hein? Parce que c'est pas tourné vers le haut, hein. C'est tourné... Alors, on va prendre quelque chose quand même, pour ceux qui ne le savent pas. Comment les cosmonautes utilisent les rayons laser? Alors, laser n'est pas un mot, c'est un acronyme. Le sigle laser, L-A-S-E-R, correspond aux initiales de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Amplification de lumière au moyen d'une émission stimulée de rayons. Peut-être aussi, ça correspond à autre chose, hein, je sais pas. Puisqu'ils aiment bien faire ça, les acronymes, à plusieurs sens. Un sens pour eux, ésotérique, et puis un sens pour nous, bien sûr. Faut savoir qu'un acronyme, c'est vachement facile à fabriquer, de trouver les mots qu'on pourrait mettre quand on veut exprimer quelque chose. Hein. Par exemple, c'est Mosinor qui fait des pastiches comme ça, et il y a un pastiche avec Harlem Désir et qui crée son parti, le Caca, je crois. Donc CACA, après son parti, une association, enfin je sais pas. Et bien sûr, l'idée c'est que ça s'appelle Caca. Et après, il suffit de remplir les vides avec des lettres pour que ça veuille dire quelque chose. Donc c'est ça qu'ils font eux aussi. Hein. Dans le cristal de rubis du laser. Ah bon, du rubis? Dans l'une des formes du laser, l'élément clé est un cristal de rubis synthétique qui parvient à réaliser le miracle presque incroyable de faire que toute la lumière qu'il émet soit formée d'ondes qui marchent au pas. Cette lumière cohérente constitue un faisceau beaucoup plus mince que ce que produit une lampe dans les meilleures conditions. Dans le cristal de rubis du laser, rubis. Ah ouais, rubis. Rouge. Une gemme rouge. Une lumière rouge. Ou verte. Dans le cristal de rubis du laser, une lumière incidente provenant d'une lampe de n'importe quelle source peut être mise provisoirement en réserve en éjectant un électron de quelques-uns des atomes du cristal et en plaçant cet électron sur une orbite de plus grande énergie. Bon. Bientôt des trains pour l'espace ? On peut s'attendre à voir dans un futur relativement proche un vaisseau spatial mis en orbite d'une nouvelle manière. Beaucoup d'astronefs seront sans doute lancés par des engins pilotés et munis d'ailes qui ressembleront plus à des avions qu'à des fusées. Nanana. Ben voyons.
Un plan de vol pour de futurs lancements avec engins récupérables. Un vaisseau à 2 étages emboîté décolle comme un avion et monte à haute altitude atteignant une vitesse hypersonique. Le second étage se sépare et s'accélère au moyen de ses propres moteurs fusées jusqu'à une vitesse orbitale, tandis que le premier étage, comportant des ailes, descend et retourne vers sa base de départ. Alors, bon ça c'est un dessin bien sûr. Ah, bientôt des trains pour l'espace. 3 capsules à Apollo, analogues à celles que piloteront bientôt les astronautes. Regarde le petit casque du mec là. C'est pas ridicule? Je sais pas de quelle série ou quel film télévisé c'est extrait ça, hein, officiellement. 3 satellites Pégase lancés en 65 nous ont renseigné sur les risques que peuvent encourir les astronautes. Bon, Pégase toujours, Pégase, Gemini, Saturne. Ce qui est nécessaire pour survivre dans l'espace. Ah, pour survivre dans l'espace extérieur, espace extérieur, espace profond, espace extérieur. Outer space. C'est par opposition à l'atmosphère terrestre. Ça se dit pas tellement l'espace extérieur en français. C'est pas très joli, mais bon. Un astronaute doit disposer, outre la nourriture et la boisson, d'un équipement et de fournitures spécialisées à savoir. Allons-y. Une cabine pressurisée où l'on puisse renouveler l'oxygène, chasser le gaz carbonique et les odeurs. Il y a un petit truc de Mosinor, je crois, justement là-dessus, où il pète dans la capsule. Et contrôler la température et l'humidité. Un siège adapté à son corps pour les fortes accélérations et les décélérations rencontrées pendant le lancement. Les manœuvres à mi-course et la rentrée dans l'atmosphère. Un vêtement pressurisé qui lui assure une protection en cas de défaillance du système de pression dans la cabine et qui lui est indispensable si la mission exige qu'il sorte du véhicule spatial. Des installations sanitaires en rapport avec la durée de la mission. Une protection contre le rayonnement dont la nature dépend de la durée de la mission et des orbites de vol. Par exemple, un séjour prolongé dans les ceintures Van Allen ou un long voyage interplanétaire exige davantage de protection contre les radiations qu'un vol en orbite à basse altitude autour de la Terre, qui peut permettre un retour rapide en cas de puissante et dangereuse éruption solaire. Attention les gars, on a une éruption! Pour les très longs vols dans l'espace extérieur, il est aussi nécessaire de donner au corps la possibilité de se mouvoir. Un équipement pour exercice physique, gna 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 gna. C'est tout? Regardez-moi ça. Équipement de protection du type de circuit semi-fermé utilisé dans le vaisseau spatial Gemini. On y croit. Comment surmonter les risques d'une expédition humaine dans l'espace? On m'a demandé quels sont les moments les plus dangereux au cours d'un vol spatial piloté. L'homme de la rue s'attend peut-être à une réponse mélodramatique. L'homme de la rue, la merde quoi, le débile, enfin toi en gros quoi, le profane, le vulgaire. Les constructeurs de véhicules spatiaux et ceux qui programment les missions s'efforcent au contraire de dédramatiser le problème. Ils cherchent à lutter contre les risques de telle manière qu'il n'y ait au cours d'un vol aucun événement ou aucun instant qui puisse être qualifié de spécialement dangereux pour les astronautes. Oui, alors ça se passe toujours bien, sauf, bien sûr, quand il faut un petit rebondissement. Mais exactement comme dans n'importe quel bon film hollywoodien ou dans n'importe quelle bonne série américaine. Je dirais, il faut savoir faire advenir les événements exactement au bon moment. Alors je vous ai déjà dit de nombreuses fois que j'avais un père qui était linguiste et sémanticien. Il lisait énormément de littérature de science-fiction, c'est des années 50, 60 des Américains. Il lisait principalement ça et il m'avait bien expliqué comment c'était construit et qu'il y avait des règles de construction pour ce type de littérature. Et d'ailleurs c'était très très prévisible. Il citait d'ailleurs très très souvent la Bible en disant que la Bible était le modèle. Tous les différents livres de la Bible, les rebondissements de la Bible, suivaient strictement toujours ce même schéma narratif profond, essentiel. C'est-à-dire celui qui est, une fois qu'on a réduit à son aspect schématique tout récit, ça reste en gros, en essence, le même. Alors, voyons, lancement de la Terre, arrivée sur la Lune, décélération, manœuvre, rendez-vous avec le vaisseau. Ok, rentrée, retour vers la Terre, le tour est joué. Mais c'est là qu'on va vraiment commencer à rigoler, les gars. Un astronaute peut-il être éjecté et survivre? Ça, c'est Mercury, rétrofusée, bouche de chaleur, magasin parachute. Parachute, vous savez, c'est une contrepétrie. Parachute, ouais, vous connaissez. Tour d'évasion, fusée d'évasion. Tour d'évasion. Là, on a le contrôle automatique dans Mercury, le contrôle manuel avec Gemini. Petit dessin. Contrôle automatique d'Apollo. Bon. Sauvetage dans l'espace. Attention, les gars, ça commence. Oh, j'adore. Parachute de l'espace, projet Douglas. On voit le siège d'éjection muni de rétrofusée pour lui permettre de sortir de l'orbite. La jupe conique
J'allais lire presque la jupe cosmique. Se déplace ensuite pour stabiliser la rentrée dans l'atmosphère. L'atterrissage est amorti au moyen d'un nez rembourré. Oh, c'est pas mignon ça, un nez rembourré. Moi aussi j'ai un nez un petit peu rembourré. Tout le monde presque, en fait. Étant donné le faible poids par unité de surface, il n'y a pas besoin de bouclier de chaleur. Ah ouais? Oui, comme ça les gars ont évacué le truc. Alors regardez. Vous voyez ce que je vois ou vous voyez pas? Bah le mec là. Bah tu regardes à droite toi, mais c'est à gauche qu'il faut regarder. Mais à quoi ça vous fait penser ça? Bah une parabole. Une parabole. Et le mec, il est dans l'espace sans protection, donc il y a quand même, quand il est à la lumière du soleil, tu vois ce qui se passe. Le gars, dans sa petite capsule avec ses 4 trucs là, sa petite armature là devant lui, bah comme les trucs de parabole là pour capter les ondes radio là, bah il est dans le foyer. Le foyer de la parabole, le mec cuit. Non, mais il n'y a pas besoin de bouclier thermique. Tu vois pas qu'on se fout de ta gueule, hein? Ils ont pris simplement le dessin d'une parabole, ils ont mis le mec dedans. Comme un petit Jésus emmailloté. Mais là, ça devient encore plus drôle. Alors, regarde. On est en pleine science-fiction. Je me demande de quelle série ça vient, ça. Bah, je sais pas. Mais apparemment, les mecs nous présentent ça comme du sérieux, quoi. Abri séparable, on dirait un petit œuf de chenille, à moitié mangé, là. Oui, ça s'appelle ça un écorché, oui. C'est le petit ovule, hein, comme toujours. Le mec est assis sur un fauteuil. Il est assis. Alors ça, c'est le cocon de secours, à gauche. Hein. Fabriqué par General Electric. Il abrite un astronaute naufragé dans une boule gonflable. Bah, elle n'est pas gonflable, il y a des rivets partout. Oh, c'est bizarre comme truc. Bref. Isolé de la chaleur par des couches de plastique aluminisé. Ah, mais c'est très connu, ça. Le plastique aluminisé, ça te protège de la chaleur. De la chaleur du soleil. Ouais, de 500 à 1000 degrés. Aucun problème. Ça aurait dû avoir ça sur Maui, non? Parce que les voitures ont fondu. Le bitume, hein, dont le point de fusion est, je sais pas, vers les 200 degrés, j'en sais rien, n'a pas fondu. Mais les bagnoles, l'acier et l'aluminium des bagnoles, dont le point de fusion est 1000 degrés, a fondu. C'est intéressant. Et les arbres n'ont pas complètement cramé, parce qu'à 1000 degrés, un arbre, je crois qu'il en reste pas grand-chose. Mais non, ça va. Mais ce sont des feux de forêt, oui, parce que ça arrive. Oui, mais à Hawaï, ils ont des conditions météo spéciales. C'est dangereux pour les voitures, là-bas. Pour les gens, un peu aussi. Pour les enfants, surtout. Alors, on sait pas s'ils ont cramé, mais on les a pas retrouvés. Mais je m'égare. Alors, un revêtement caoutchouté au silicone retient l'oxygène nécessaire à la respiration, mais laisse passer le gaz carbonique et la vapeur d'eau qui sont indésirables. Putain, c'était tout simple, les gars. Il suffisait d'avoir un petit revêtement caoutchouté au silicone et tu peux respirer tranquille. On ne se fout pas de ta gueule. Essaye ça dans l'eau, tu me diras si t'arrives à respirer, tiens. Ah oui, bien sûr, il y a la poussée d'Archimède, la pression. Ouais, bien sûr, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. Donc à droite, l'abri séparable fabriqué par la noce américaine, il se déploie, peut contenir 5 à 15 hommes, et peut servir de canot de sauvetage pour les futurs grands vaisseaux de l'espace. On les attend toujours d'ailleurs. Hein. La propulsion par fusée permet de l'envoyer vers des orbites plus hautes qui garantissent une période de survie plus longue avant l'arrivée des secours. Bien sûr. Alors on a à droite la bite, à gauche la boule ou l'ovule, toujours la même symbolique. Le mousse, mousse ça veut dire élan, mais je pense moi en l'occurrence que ça renvoie à Moïse. Le Moïse, donc on dira. Une idée de la General Electric. L'astronaute repose dans un sac en plastique, sympa, un peu comme un sac mortuaire j'imagine, qui est rempli de mousse de polyuréthane afin de prendre une forme adéquate lors de la rentrée dans l'atmosphère. Alors, la mousse polyuréthane, archi toxique. Et au moment où elle se déploie, je te dis pas, c'est corrosif parce qu'il y a des solvants. Et puis si elle se déploie dans l'espace, comme c'est du vide, elle devrait être aspirée, si les choses ne sont pas pressurisées, elles sont aspirées du centre vers la périphérie extrêmement vite. C'est ça le truc du vide de l'espace. Hein. Donc je pense qu'ils disent vraiment n'importe quoi. C'est une bonne idée, mais je pense qu'il n'y a aucune possibilité de faisabilité si vraiment il y avait un espace. Hein. Bon, bref. L'astronaute utilise une rétrofusée pour quitter son orbite. Ah oui, d'accord. Bon, c'est dans l'atmosphère. D'accord, c'est dans l'atmosphère. Mais attendez, c'est pas fini. Hein. L'astronaute utilise une rétrofusée pour quitter son orbite, puis abandonne celle-ci. Le sac possède un bouclier de chaleur pliant pour la rentrée et un parachute qui se déploie automatiquement pour l'atterrissage. Tout a été prévu. Sac en plastique mousse polyuréthane, rétrofusée, bouclier de chaleur pliant et parachute automatique. Alors, je sais pas comment le mec est protégé de la chaleur, mais si cette espèce de petite gelée là sert à le protéger du feu, bah oui, parce que quand on rentre dans l'atmosphère, on s'enflamme. C'est ça qui nous explique
Et le mec ne s'enflamme pas avec sa petite mousse polyuréthane de crotte là. Si les gens sont capables de lire ça sans sourciller, on pourra leur faire croire qu'ils sont malades quand ils le sont pas et qu'on est en pleine canicule alors qu'il pleut tous les jours. Vous croyez pas? Bon, qu'est-il advenu du projet des stations habitées? Ben voilà, on sait bien. Hein. L'ISS, la station aquatique. Il est temps de mettre sur orbite un habitacle confortable. Confortable, c'est beaucoup dire, hein, comme on a vu. Là, on a quelque chose d'amusant. Hein. Un homme doit pouvoir se laver, se raser, accomplir ses autres fonctions corporelles en privé. Toujours pour cette raison, les projets des futures cabines spatiales devront prévoir des surfaces moins exiguës. Bon. Nourriture. La nourriture déshydratée, reconstituée par humidification, malaxage et mise en bouillie, peut convenir aux pionniers. Mais je pense qu'un homme chargé d'accomplir des performances exceptionnelles dans l'espace pendant 1 an ou plus peut s'attendre au même traitement que l'homme d'affaires voyageant dans un avion supersonique de New York à Los Angeles et qu'il a donc droit, lui aussi, au filet mignon. Sans blague. Pendant 1 an, va falloir en embarquer du filet mignon, hein. Distraction, nous avons tous besoin de diversion. Apparemment, ouais. Un homme emprisonné dans une station spatiale, le mot est bien choisi, ou dans un vaisseau interplanétaire, aura besoin d'écouter de la musique et de lire, alors tenez-vous bien, que ce soit les Beatles ou Beethoven, Playboy ou Plutarque. Les techniques de pointe actuelles permettent sans aucun doute de maintenir nos explorateurs de l'espace en état de bien-être et d'équilibre, musique enregistrée, bibliothèque en microfilm, laser pour la télévision interplanétaire en couleur. Oui, ça c'est indispensable. Soins médicaux pour un voyage de 2 semaines à destination de la Lune et retour. 2 semaines, mais ils n'ont pas mis 2 semaines. Ils ont mis quoi 3 jours, non? Comment c'était? 1 semaine? Mais cela ne suffit pas pour un séjour d'1 an sur orbite ou pour un voyage d'une durée, bon bref, pesanteur. Borman et Lovell allaient parfaitement bien après 2 semaines passées en état d'apesanteur, mon cul. Les outils de l'espace, des réparations, travaux d'entretien, d'accord. Ah oui, ça c'est intéressant. Pour les réparations sur vaisseau, l'utilisateur lui-même pose des problèmes encore plus importants que l'environnement. Quand il tourne un écrou avec une clé ordinaire, une force de rotation égale, dite couple, agit sur lui dans la direction opposée. Mais en pesanteur nulle et sans un ferme appui pour ses pieds, il est à prévoir que l'écrou ne tournera pas du tout et que l'astronaute ne réussira qu'à se faire tourner lui-même dans le sens opposé. Marrant. Une clé destinée à fonctionner en apesanteur, comme c'est le cas sur orbite, ou en pesanteur faible, comme c'est le cas à la surface de la Lune où la pesanteur est de 1/6 de G, doit éliminer ou minimiser cette force de réaction. La chose est possible si on peut utiliser l'outil par pression au lieu de l'utiliser par rotation. Mais sa force de serrage sera alors limitée, nanana, nanana. Marrant, hein? Les photos de la Lune ont-elles modifié nos plans? Dans le chapitre 5, le vol à destination de la Lune. Le 31 juillet 64, à 6h, photos nous apprirent tant de choses que la région précédemment anonyme, où Ranger 7 s'est écrasé, a depuis lors été nommée Mare Cognitum, la mer de la connaissance. Tu parles. Carte lunaire de Guericke établie par l'armée et basée sur la photo Ranger du cratère. Une photo Ranger du cratère Guericke, vue de 760 km, qui montre des détails 10 fois plus fins que ceux des photos prises de la Terre. C'est quand même assez pourri. Hein. Avant l'exploit, c'est toujours des exploits, de Ranger 7, un aspect du projet Apollo avait obstinément défié toutes les tentatives d'investigation scientifique et de meilleure compréhension. À quoi ressemblait vraiment la surface de la Lune? Était-elle couverte de blocs de pierre et de cailloux qui rendraient l'atterrissage sur les pattes d'araignée du module lunaire une tâche périlleuse ou impossible? La surface lunaire était-elle couverte de poussière et dans ce cas jusqu'à quelle profondeur? La surface aurait-elle la rigidité suffisante pour supporter le poids du vaisseau cosmique? Bla bla bla, tout ça c'est du cinéma. La Lune est faite de plasma. Ou pas, peut-être même de rien du tout. Everybody knows that the moon is made of cheese, nous disait Wallace et Gromit. Tout le monde sait que la Lune, c'est du fromage en fait. Un vaisseau d'atterrissage représenté par la revue Popular Science. On a disposé une photo réelle de la Lune, vue de 50 km d'altitude, pour montrer comment celle-ci apparaîtra à un astronaute. Le train d'atterrissage à disque du modèle d'excursion lunaire est justifié par les photos de la Lune. Il peut allunir en sécurité sur le sol rugueux de notre satellite avec un écart de 15 degrés à la verticale sans se renverser. Bon, voilà. Hein. Le module lunaire qui allunira l'été prochain, d'abord avec un équipement automatique, puis avec un astronaute à bord. Ah, ça, c'est pris sur Terre, non? Parce qu'on dirait qu'il y a des arbres, on ne comprend pas bien. Ouais, c'est pris quelque part sur Terre. Mais même pas un endroit qui ressemblerait à la Lune. Une photo Ranger couvrant 30 km² de la surface lunaire. Bon, d'accord, il y a des trous, quoi, en fait. Hein.
Cette photo de la surface lunaire a été prise par la station spatiale soviétique Luna 9. Bon, c'est toujours super pourri, comme vous voyez. Les photos de Lowy et Puiseux étaient bien meilleures que ça, même si c'est pas censé être aussi sur des endroits aussi petits. D'accord, des navires et des avions relient les astronautes du programme Apollo au centre de contrôle de Houston. Apollo, Houston. C'est là qu'est prise la décision de partir ou non pour la Lune. La décision doit être prise au plus tard 20 minutes après que le 3e étage de Saturne aura propulsé le vaisseau. Bon, d'accord, là, les mecs, ils commencent à se toucher velus, quoi. Le module, croquis technique. Les astronautes alluniront debout. Quand ils alluniront, les astronautes ne demeureront pas assis dans leur vaisseau spatial, mais se tiendront debout, soutenus par des courroies, ce qui leur procurera une meilleure visibilité, davantage de liberté et une économie de poids. Selon le projet Apollo, l'arrivée sur la Lune aura lieu au moyen d'un véhicule indépendant appelé module lunaire. Ce véhicule, à 2 étages muni de fusées de propulsion avec 2 astronautes à bord, se détachera du vaisseau principal, le module de commande et de service, qui restera en orbite autour de la Lune avec un 3e astronaute comme vigie. Ok. Fusée de propulsion dans le vide de l'espace, c'est ça? Parce qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Donc comment ça s'enflamme? Alors voilà un truc qui manœuvre au-dessus du désert. Alors, il s'en est écrasé plein. C'est marrant à voir, d'ailleurs. Sur la Terre, il s'en est écrasé plein. Mais sur la Lune, ça a été impeccable. Bah oui. Bah bien sûr. Enfin, les spectacles. Enfin, sur la Lune. Vous demanderez à Stanley, quand vous le verrez. La descente d'un module lunaire sur la surface de la Lune est simulée au moyen d'un véhicule de recherche pour l'alunissage. Ouais. Dans l'île de Devon. Non, ça, c'est Mars. Pour la Lune, je sais pas. L'Air 51. C'est dans le Nevada. Il me semble, hein. Le premier astronaute à se poser sur la Lune laissera, à tout est au futur, c'est à mourir de rire, j'adore, laissera derrière lui du matériel scientifique, il laissera ses merdes, quoi, en gros, comme toujours, les mecs qui vont en excursion avec leur grosse bagnole, ils laissent des merdes dans la poubelle, mais même pas dans la poubelle, là, il y en a pas. Automatique qui enverra des informations vers la Terre après son départ. Les mecs veulent tout contrôler. Bon, bien sûr, tout ça, c'est faux, hein, mais... La simulation ci-dessus montre, c'est des simulateurs, c'est des menteurs. C'est des acteurs. Montre comment l'ensemble des instruments scientifiques seront répartis sur la surface lunaire. L'objet noir à l'extrême droite représente une batterie atomique. Ah, une petite cabane, un petit cube noir. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Ce que l'on fera sur la Lune. Dans moins d'1 an, 2 astronautes alluniront. Que feront-ils quand ils seront là-bas? Ah bah ils iront pas pisser discrètement dans un cratère, hein, c'est sûr. Mais ça c'est plus drôle. Ça, la femelle que je suis se passionne immédiatement pour les chiffons. Quels vêtements porteront les astronautes sur la Lune? Les combinaisons spatiales ont bien évolué depuis le vêtement en toile caoutchoutée du type scaphandre surmonté d'un casque métallique cylindrique avec lequel Wiley Post essaya en 1934 de battre le record du monde d'altitude. Et c'est marrant, il nous parle pas... Ah ouais, en 1931, le mec n'avait pas du tout de combinaison, hein. La liste des spécifications des vêtements des astronautes est si longue. D'ailleurs, c'est curieux parce qu'il fait froid là-haut. Et quand on voit leurs vêtements, ils n'ont rien de spécial. Picard et son petit copain, là. Bref. La liste des spécifications des vêtements des astronautes est si longue et parfois si contradictoire en apparence que pendant longtemps, plusieurs des spécialistes qui se penchaient sur le problème émettaient des doutes sérieux sur la possibilité de réaliser un vêtement de ce genre. Ben voyons. Pour donner un aperçu de ce qu'exige un l'uniforme... Oh, j'adore l'uniforme! Nous dirons qu'il doit notamment 1. Protéger celui qui le porte du vide de l'espace au moment où le module de commande sera dépressurisé et quand il sortira de la cabine. 2. Conserver une température confortable aussi bien à l'intérieur du module de commande climatisé qu'à l'extérieur du module de commande. Oh, ça m'ennuie déjà. Tant en plein soleil qu'à l'ombre de la Terre. Alors, je sais pas... plus 100, 200, 300 degrés et moins peut-être autant. Hein. Donc, faut y aller les gars. Hein. Pendant le vol libre dans l'espace et sur la surface lunaire, de jour comme de nuit. 3. Comporter une bouteille à oxygène avec ses accessoires dont la réserve permette un fonctionnement de plusieurs heures et qui puisse être rechargée par connexion à la réserve d'oxygène du vaisseau spatial, cela pour des périodes pouvant s'étendre sur plusieurs semaines. Mais enfin, alors de l'oxygène dans le module lunaire, où est-ce qu'elle était, la réserve d'oxygène du module lunaire? Pour 3 hommes. 4. Permettre aux porteurs de manger et de boire en état d'apesanteur, et cela sans interférer avec l'atmosphère artificielle créée à l'intérieur du vêtement. Alors ça, par contre, on a pudiquement passé sous silence. Parce que les mecs, même s'ils sont en état de jeûne pendant quelques heures, le temps d'allunir, aller sur la Lune et revenir, faut quand même qu'ils boivent. Les mecs vont se déshydrater.
Non. 5. Lui permettre de communiquer par la voix quand le module de commande est pressurisé et que les 3 astronautes ont leur casque ouvert, et par radio hors du vaisseau et à la surface de la Lune. 6. Lui fournir une protection raisonnable contre les micrométéorites quand il marche sur le sol lunaire. Ouais, ça c'était un peu compliqué, donc on va rayer ça du scénario, c'est plus sûr. 7. Recevoir les excréments dans un compartiment séparé et comporter un moyen de les éliminer au dehors du vêtement. Alors dites-moi s'il vous plaît, où est-ce que vous avez vu la poche à urine et la poche à merde? Alors tout ce qui constitue un pont entre l'intérieur du scaphandre pressurisé et l'extérieur, je vous dis pas, surtout s'il faut pouvoir débrancher, vider et rebrancher, partout où il y a des ponts comme ça et des ouvertures et des sas, c'est des dangers possibles. Alors où est la poche à pisse et la poche à merde à l'extérieur du scaphandre? Et surtout, les amis, pour qu'ils puissent pisser et qu'on récupère, ou qu'ils puissent chier et qu'on récupère, il faut que les gars soient appareillés de façon étanche sur leur bite et leur anus en continu. Et comme l'anus, tu sais bien, chier dans un tuyau, c'est pas évident, il faut que le tuyau soit à l'intérieur. Est-ce que les mecs étaient appareillés, enculés en permanence par un tuyau destiné à évacuer leurs excréments, ou est-ce qu'ils ont tout simplement des couches? Les mecs portent des couches. Après, je te dis pas quand ils les enlèvent, où est la poubelle dans le module lunaire? On aimerait savoir ça aussi. 8. Permettre à celui qui le porte de marcher sans difficulté sur un terrain difficile en supportant un 6e seulement de l'attraction terrestre. 9. Lui permettre de se remettre sur ses pieds sans aucune aide extérieure dans le cas où il viendrait à trébucher et à se retrouver sur le dos comme un scarabée. 10. Lui permettre d'effectuer des travaux qui demandent de la dextérité, le vêtement élégant se trouvant en état de pressurisation. 11. Être léger, souple et cependant assez solide pour ne pas subir de dangereuses perforations au contact des rochers pointus de la Lune. J'ai quelque chose de pointu qui me rentre dans le cul, qui m'empêche de marcher. J'ai quelque chose de pointu. Bref. En l'occurrence, un rocher de la Lune. 12. Enfin, permettre à l'astronaute du projet Apollo de s'habiller et de se déshabiller facilement dans les 3 espaces du module de commande et en état d'apesanteur. Fastoche. Ces 12 caractéristiques paraissent de toute évidence aussi nécessaires que difficiles à réunir. Elles donnent un peu l'impression d'une liste pour le Père Noël. Pourtant, le vêtement lunaire du projet Apollo répond à toutes ces spécifications. Ah oui? Même les excréments? Ah bon? Et les micrométéorites aussi? Il a été étudié par la Hamilton Standard Division de l'United Aircraft à Windsor Locks, sous contrat avec le Centre des véhicules habités de la NASA à Houston. Nous allons décrire ce l'uniforme en allant de l'intérieur à l'extérieur, c'est-à-dire en partant de la peau de l'astronaute. Et peut-être même de son trou de bite ou de son trou du cul pour savoir comment c'est évacué vers l'extérieur. Je suis impatiente. Pour élever l'excès de chaleur du corps, le vêtement est constitué à l'intérieur d'un réseau de petites canalisations refroidies à l'eau qui sont directement en contact avec la peau nue. Le mec est à poil dans l'uniforme? Ah ouais? Vraiment? En effet, les photos des astronautes sur les programmes Mercury qui émergeaient trempés de sueur de leur capsule ont spectaculairement démontré la nécessité d'un refroidissement très actif pour un homme hermétiquement enfermé dans un vêtement spatial complètement clos. Avant le lancement et durant le vol, de l'oxygène circulait dans les vêtements des astronautes du programme Mercury, et cet oxygène enlevait l'excès de chaleur. Mais on a constaté qu'un refroidissement par eau circulant dans des tubes de plastique noyés dans le tissu du vêtement, des tubes de plastique noyés dans le tissu du vêtement, un petit peu comme un système d'irrigation là par mousse, était beaucoup plus efficace. C'est donc ce système qui a été adopté pour les vêtements des astronautes du projet Apollo. Ça, ce sera à vérifier dans l'histoire officielle de ce qu'on nous dit maintenant. Les chaleurs ainsi absorbées par les tubes de refroidissement est dissipées dans le dispositif auxiliaire dorsal par un sublimateur ayant l'aspect d'une plaque poreuse. C'est en somme une nouvelle sorte de radiateur pour les conditions qui prévalent dans l'espace. L'eau chaude provenant des tubes de refroidissement est absorbée par les pores de la plaque qui est exposée directement de l'autre côté au vide de l'espace. Ah bon? Mais c'est hermétique ou c'est pas hermétique? C'est où que ça se fait la jonction en fait? Et elle gèle dans les pores en raison du phénomène de brusque expansion du gaz et de l'évaporation. Au fur et à mesure que la glace formée se sublime, c'est-à-dire s'évapore sans fondre, dans le vide extérieur, le petit glaçon qui vient boucher chacun des pores devient plus mince. À la fin, il s'élimine, le pore s'emplit à nouveau d'eau et le cycle recommence. Donc le mec perd énormément d'eau pendant le processus, on est bien d'accord. Ainsi, la plaque poreuse sert d'appareil statique à éjection de chaleur. Admettons. Donc d'un côté, il est en contact avec les petits tuyaux d'eau du mec, et de l'autre côté, il est en contact avec le vide.
Et on veut te faire croire que seule l'eau est aspirée par le vide. Seule l'eau qui est dans les tuyaux des tissus. Ça fait pas une porte pour le vide. Ça reste étanche. Alors ça l'est pas, mais ça l'est. Ça l'est pas pour l'eau, mais ça l'est pour le vide. C'est quand même super bizarre. Moi, je trouve ça pas du tout convaincant. Mais... Une fine enveloppe de nylon, dont la texture comme la fonction peuvent être comparées à celle d'une chemise, entoure le sous-vêtement refroidi à l'eau. Cette enveloppe soutient aussi les canalisations d'oxygène et les fils connectés à l'instrumentalisation médicale, elle-même collée au corps de l'astronaute. Ensuite vient la solide enveloppe de pression, un lourd tissu de nylon recouvert de néoprène. Alors, nylon, déjà tu disais nylon dans les années 60, tout le monde défaille, mais alors néoprène, là c'est l'extase. Sa principale fonction est d'assurer l'étanchéité du vêtement vis-à-vis de l'atmosphère d'oxygène pur, dont la pression est de 300 grammes par centimètre carré, c'est-à-dire environ un tiers de la pression atmosphérique de la Terre. Comme on peut s'y attendre, la réalisation de joints très mobiles aux hanches, aux genoux, aux épaules et aux coudes a posé un problème fort difficile à résoudre, car tout joint souple en forme de L, à moins de lui donner une configuration spéciale, a une tendance naturelle à se redresser de façon rigide quand on le met sous pression. Si tel était le cas, l'astronaute serait obligé d'employer la force brutale pour plier le genou ou le coude. La solution a été recherchée dans le joint convolutif, un joint à soufflet caoutchouté, construit de telle manière que son volume interne ne change pas quand il est dégonflé. Un système complexe de nylon et de fils empêche les soufflets de se gonfler comme un accordéon mis sous pression. D'autres éléments vitaux sont connectés à l'enveloppe de pression, ce sont les gants pressurisés, les connecteurs de bottes et l'anneau du casque. Les gants pressurisés et les bottes sont reliés aux vêtements au moyen de joints circulaires à connexion rapide, et de joints d'étanchéité pour empêcher toute fuite d'oxygène. Le casque en fibre de verre, peut tourner autour des épaules de l'astronaute quand il tourne la tête. Purée, c'est génial! Enfin, une couche extérieure de nylon de consolidation, aluminisée à l'extérieur, enferme l'ensemble de l'enveloppe de pression. Sur le sol lunaire, l'astronaute du projet Apollo portera en outre un survêtement très collant. Un 2 pièces, veste et pantalon, avec la cravate aussi, non? De nylon aluminisé constituant une sorte de survêtement thermique qui lui fournira une protection additionnelle contre les variations extrêmes de température entre les régions ensoleillées et ombreuses et de plus lui servira de bouclier protecteur contre les météorites de la taille d'un grain de sel. Celle-ci constitue, croit-on, un danger suffisant pour justifier cette protection supplémentaire. Ce survêtement thermique est prévu de façon à venir s'appliquer sur le dispositif auxiliaire dorsal et les systèmes de communication de l'astronaute. Telle est l'idée que l'on peut dès maintenant se faire de la manière dont seront habillés les astronautes du projet Apollo pour la grande aventure au cours de laquelle on mettra le pied sur le premier des corps célestes explorés par l'homme. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, vous jouer, ils vont faire des petits châteaux, le matériel nécessaire pour répondre à ces questions, du genre qu'est-ce qu'ils vont faire, de longues pelles pour ramasser les cailloux, des balances pour les peser, des containers pour les enfermer. Alors, considère que, en plus de la poubelle pour les couches, de la réserve d'oxygène, en plus du rover, des outils, de la bouffe, de la flotte, dans leur module, il faut qu'ils aient des conteneurs pour enfermer les échantillons. Ça commence à faire pas mal de trucs, hein. Quand vous voyez la taille du machin, des foreuses, des foreuses pour obtenir des échantillons de minerais et des sondes pour mesurer la température dans les régions extérieures de la croûte lunaire entre 300 et 400 mètres. Alors on te rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de gravité, donc le mec quand il creuse ou quand il fore, c'est lui qui tourne. Ou c'est lui qui s'éjecte quand il plante la pelle. Marrant, hein? 3. Un équipement complet de sismographie. Mais où est-ce qu'ils vont caser tout ça? Destiné à fournir des informations sur la structure interne de la Lune, mais c'est pas fini, des magnétomètres, des gravimètres pour mesurer les variations locales dans les champs magnétiques et gravitationnels de la Lune, des flacons d'échantillonnage et un équipement d'analyse des gaz, rien que ça, pour étudier l'atmosphère lunaire. Pour les premiers alunissages du programme Apollo, le poids du matériel scientifique sera limité à 100 kg. Ah, quand même, 100 kg en 1/6 de gravité ou sur Terre? Ce qui ne permettra guère d'aller au-delà d'un problème élémentaire, celui d'alunir tout simplement. Les modules lunaires ne pourront pas supporter un séjour de plus de 48 heures sur la Lune, et une grande partie de ce temps doit être consacrée à vérifier le vaisseau en vue du vol de retour. Oui, ça pose tellement de problèmes d'y aller et de revenir qu'en fait, ça se mord la queue en fait. Les problèmes sont ceux générés par le fait d'y aller, donc il reste même pas beaucoup de temps pour s'intéresser à la Lune. De toute façon, tout est bidon. Une grande partie de ce temps doit être consacrée à vérifier, au terme des 2 semaines de vol que représente le voyage de la Lune retour. L'équipage aura encore à faire face à la manœuvre la plus astreignante, la plus précise, la plus critique de toutes, l'approche de précision et la rentrée dans l'atmosphère terrestre à près de 40 000 km à l'heure. Rien que ça.
Et voilà le prototype d'une foreuse portative fonctionnant sur batterie destinée à couper des échantillons de roches sur la surface lunaire. Essayé au centre des vaisseaux pilotés de la NASA, Houston, Texas. Alors le mec, bien sûr, on a vu qu'il y avait cette histoire de couple. Il appuie sur la roche, hein, la pierre brute là des bâtisseurs là. Et, par contre, lui-même il subit une poussée. Il s'appuie au sol, mais sur la Lune il y a 1/6 de la poussée. Il nous en parle que quand ça les arrange, bien sûr. L'abri module lunaire, posé automatiquement sur la Lune avant l'arrivée des astronautes, pourra devenir une base habitable pour 2 semaines. L'abri est un module lunaire modifié automatique, d'accord. La Jeep lunaire pourrait être amenée sur la Lune, fixée à l'extérieur de l'abri. Les fusées Saturn V sont capables d'expédier sur la Lune des cargaisons automatiques de 13 500 kg, ouvrant ainsi la voie à de grands laboratoires lunaires à la fois fixes et mobiles, et finalement des bases habitées en permanence. Ben voyons, en forme de cône, c'est-à-dire de pyramide ronde, allez savoir pourquoi. Comment on voyagera sur la Lune, différentes applications, différents véhicules. Comme il n'y a pas encore, entre guillemets, de super autoroute sur la Lune, tous les véhicules doivent être capables de fonctionner en tout terrain. Vous voyez ce mot « encore », ce mot il n'est pas anodin. C'est pas juste un truc rigolo des mecs qui ont extrapolé sur quelque chose qui se passe pas. Non, non. À chaque fois qu'on vous dit « encore », c'est faux. Werner sait très bien qu'on n'ira jamais sur la Lune, qu'il n'y a aucun moyen, que c'est pas prévu et que c'est du cinéma. Ce mec-là est un acteur. Ce mec-là, probablement, rédige aussi les scénarios. Il travaillait avec Disney, avec Kubrick, avec Arthur Clarke. Et avant, il avait travaillé avec Adolphe. C'est dire, c'est la super production, non pas hollywoodienne, mais cinématographique, noir et blanc, par essence. Non, pas Disney. Adolphe à Nuremberg. Grandiose. Ben oui, célébration du feu, architecture monumentale, des milliers de soldats bien harnachés comme ça, comme des petites fourmis. On se croirait en Corée du Nord. C'est super. Ça ressemble un peu à notre avenir, soit dit en passant. Hein. Donc ce petit mot « encore », c'est toujours pour te faire croire que tes petits-enfants verront ça. Mais tes petits-enfants, ils vont rien voir du tout, crois-moi. Ou ne me crois pas d'ailleurs. Quelle importance. Alors voilà à quoi ça va ressembler. Pour éviter les dérapages sur sol mou, les roues devront avoir un grand diamètre, ce qui, d'après les standards de Detroit, donnera aux voitures lunaires une apparence assez diabolique. C'est pas moi qui l'ai dit. La pile à combustible hydrogène-oxygène, voie première partie, semble une des solutions préférables. Ce que rapportera le projet Apollo-Saturne. Attention, 1. Des bénéfices directs pour toute l'humanité. Ah ouais 2. Des assurances de sécurité pour les États-Unis. Ah, nous y voilà. 3. Des connaissances fondamentales sur l'univers et ses origines. Mon cul sur la commode. 4. Enfin, un perfectionnement de toutes les techniques. Par exemple, le téléphone cellulaire. Allô? Allô? Ah oh, putain, ça a coupé, je t'entends pas. Allô? J'entends rien. Tu peux me rappeler, là, quand tu seras sorti du tunnel ou... T'es en voiture ou quoi? Allô? Putain, ça marche pas, ce truc. Une mystérieuse formation en Mauritanie peut être provoquée par la chute d'un météore et photographiée par un satellite sur orbite. Des photos de ce type pourront apporter une aide précieuse aux géologues et aux prospecteurs. Alors, est-ce que c'est l'œil de Richat? La pointe de la péninsule arabique est filmée par Gemini 4 avec une netteté semblable à celle d'une vue aérienne. Là, je crois que tu as compris. C'est une photographie aérienne. Les bateaux et les avions dirigés par satellite. Depuis juillet 64, la marine américaine a réalisé des essais très étendus pour mettre en place un système de navigation pour les bateaux utilisant 3 satellites spécialement construits et équipés vers ce but. Ces satellites transit ont été placés sur des orbites presque circulaires à l'altitude d'environ 1000 d'accord. Donc satellite, ballon. Hein. Est-ce qu'il nous parle des ballons? Et du système de navigation LORAN? Non. Hein. Oh, inutile de nous farcir la tête avec ça. Hein. C'est pas très intéressant finalement. 7. Vers les planètes et au-delà. Les énigmes de Mars. Quand la planète Mars fut dans une position particulièrement favorable pour l'observation, en 1877, l'astronome italien Giovanni Schiaparelli... Schiaparelli? Comme Schiaparelli? La maison de mode aux inspirations satanistes? Donc Schiaparelli annonça la découverte d'un réseau très serré de lignes parfaitement droites qui semblait assurer la surface de la planète comme une toile d'araignée. Faute d'un meilleur mot, il baptisa ces lignes canaux. Le rapport de Schiaparelli, pourtant publié sans tambour ni trompette, produisit un effet sensationnel et fit de la planète rouge, Mars, rouge sang, l'objet d'un grand intérêt populaire et de larges spéculations.
Ces dessins montrent les canaux de Mars et les régions sombres, tels qu'il ressort des observations de Schiaparelli et d'autres astronomes. Les caractéristiques principales portent leur nom latin. Ah ouais. Avec des petits dessins merdeux comme ça, ils espèrent nous appâter, les mecs. Trop mignon. Bon, il y a des calottes polaires, je sais pas... Mars, quoi. La question de la vie sur Mars est associée au problème des régions sombres de la planète, dont les contours changent avec les saisons. Pour expliquer ces changements, 3 hypothèses ont été avancées. 2 de ces hypothèses sont non végétales, tandis que la 3e suppose que les changements sont dus à quelques types inconnus de végétation. Hypothèse volcanique, hypothèse végétative. Le point le plus faible de l'hypothèse végétative est que Mars a un climat très inhospitalier. L'astronome français Gérard de Vaucouleurs, probablement l'un des plus grands experts actuels de la planète Mars, l'a décrite un jour de la manière suivante. Prenez un désert sur la Terre, transportez-le dans les régions polaires, puis soulevez-le jusqu'au niveau de la stratosphère. Vous aurez à peu près la planète Mars. De plus, il semble y avoir peu d'oxygène, pas plus de 0,15%, d'après les estimations les plus récentes dans l'atmosphère martienne, qui est constituée presque exclusivement d'azote. Quand se posera-t-on sur Mars? Bon, on le sait, on s'est posé, enfin, sur Mars, dans l'île Devon, bien sûr. Photo prise par Mariner 4 montre un paysage de cratères sur Mars avec de la neige et de la gelée blanche sur les régions les plus élevées. La photo est pourrie. Parce que si c'est moins pourri, on voit que c'est un dessin ou que c'est sur la Terre. Une représentation par la NASA du module de mission vers Mars. Mission to Mars. On se fout de ta gueule là ou quoi? C'est encore la bite et les couilles. Non mais Les 2 grands appendices en forme de soucoupe, avec des guillemets, des guillemets, non parce que voilà. S'étendent de chaque côté sont des collecteurs solaires pour fabriquer la puissance électrique durant ce long voyage interplanétaire là. Merci le soleil, ah. Faut briller là. Ah. Même la nuit, ah. Quoi, y a pas de nuit dans l'espace? Bien sûr que si, hein. Quand est-ce qu'il dort le soleil alors? N'importe quoi. Un dessin de la NASA montre une capsule au retour d'une expédition de la planète Mars. L'équipage est placé sur des couches disposées en 2 rangées, sympa, afin d'amortir les forces d'accélération. Faut pas que ça s'écrase les uns sur les autres. Tu prends la couchette du haut ou tu prends la couchette du bas, si tu préfères? Ah non mais moi je veux voir, sinon je suis malade. Ah bah tu verras rien du tout, ta sonnerie fermée. Ah bon, mais je suis claustro. Oh bah fallait pas être astronaute alors, n'importe quoi le mec. Hein. Chef, il est claustro. Vous nous pétez un boulard là. En se dispensant de freinage par rétrofusée, on évite d'emporter la quantité de carburant nécessaire au freinage. C'est QFD. En fait c'est simple, hein. Il suffit de penser au truc un peu à l'avance, puis c'est bon. Propulsion nucléaire des fusées. Ah, nucléaire, c'est pareil. Dans les années 60, tu dis nucléaire, tout le monde mouille la culotte. Hein. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Pour se représenter la distance qui sépare la Terre des étoiles sur ce schéma, le Soleil est à 3 mm de la Terre. Il faudrait prolonger le dessin de près d'1 kilomètre pour pouvoir y faire figurer l'étoile la plus proche de nous. Alpha du Centaure. Ah ouais? Sérieux? Comment est-ce qu'on peut croire ça, finalement? Donc finalement, on n'est pas si loin du Soleil. Bon, on est loin, mais pas si loin. On n'atteindra pas les étoiles, hein. Sauf si on peut parcourir des années-lumière en, j'en sais rien, en retournant le temps, enfin, le temps dilaté, le machin, dilaté comme jamais, bien sûr. Alors, ça se conclut sur quoi? En conclusion, dans l'état actuel des connaissances, nous ne pouvons répondre aux problèmes posés par les voyages interstellaires qu'au moyen de concepts intellectuels dans le cadre d'une analyse purement hypothétique. Ouais, ça c'est la réponse donnée par l'intelligence artificielle, HAL, ou IBM, comme vous préférez. Oui, c'était bien avant le chat qui a pété, ouais. Les solutions pratiques sont encore hors de notre portée et très très lointaines. Encore, ce petit mot, encore. Bah voilà, je crois qu'on a tout vu, on a tout dit, hein. On reste sur sa fin, non? 21 francs, 20. Ça, c'était en 69. Nous avons un dépôt légal le 2e trimestre 1969. Donc à ce moment-là... c'était sur le point d'arriver. Et sur la dernière page, on a bien sûr le numéro d'éditeur, d'imprimeur, etc. Il n'y a pas encore d'ISBN, on a juste un numéro d'imprimeur, ça s'appelait comme ça. Et c'est imprimé sur les... Vous savez, achevé d'imprimer sur les presses 2. Et pour celui-là, c'est le présent volume a été composé en Times
et imprimé sur les presses des petits-fils de Léonard Danel, maître imprimeur à Leos. Leos! Dolner! Boué, hein?